Je n'aurais jamais cru que le silence pouvait être si lourd. Il pesait sur mes épaules comme un manteau de plomb. Plus oppressant encore que le parfum entêtant délices qui emplissait la maison. Mon fils. Thomas. Pensait qu'il m'avait tout pris. Il pensait m'avoir effacé de sa vie. Comme on raie un nom sur une liste. Mais il ne s'était emparé que de ce que son père lui avait permis de prendre. Et il ignorait complètement que dans cette partie d'échecs, je n'étais pas un simple pion. J'étais le dernier joueur en lice. Fondu enchaîné. L'air dans notre maison de la Croix-Rousse était devenu irrespirable. Chaque recoin, chaque meuble, chaque bibelot me rappelait Jean-Luc. Son rire semblait encore résonner dans le salon. Le parfum de son café flottait dans la cuisine. Et la chaleur de sa présence manquait terriblement dans le creux de notre lit. Cela ne faisait qu'une semaine qu'il était parti. Emporté par cette maladie cruelle qui l'avait rongé pendant des mois. Une semaine que le silence avait remplacé sa voix. Mon fils. Thomas. Et sa femme. Sophie. Étaient restés avec moi depuis l'enterrement. En apparence, ils étaient le soutien parfait. Thomas me tenait la main, me disant que tout irait bien. Sophie préparait des tisanes apaisantes, s'occupant des tâches ménagères avec une efficacité feinte. Mais il y avait quelque chose de faux dans leurs gestes. Une sorte de distance glaciale dans leurs yeux qui trahissait leur prétendue compassion. Je les voyais échanger des regards furtifs quand je tournais le dos. Des murmures étouffés qui cessaient brusquement dès que j'entrais dans la pièce. Maman. Il faut que tu te reposes, disait Thomas. Sa voix douce et pleine d'une sollicitude calculée. Ne t'inquiète pour rien. Sophie et moi. On s'occupe de tout. Je hochais la tête. Trop épuisé par le chagrin pour argumenter. Mon cœur était une plaie ouverte. Et chaque parole, chaque décision, était une torture. Je leur faisais confiance. Il était mon fils unique. Le fruit de mon amour pour Jean-Luc. Comment aurais-je pu en douter? Pourtant, les derniers mots de mon mari me revenaient sans cesse. Comme un avertissement que j'avais tenté d'ignorer. Quelques jours avant la fin. Alors que la morphine brouillait à peine son esprit incroyablement lucide. Il avait serré ma main. Ses doigts, autrefois si forts, étaient devenus fragiles comme du verre. Hélène? Avait-il murmuré? Son souffle court. Ne te fie pas à ses larmes. Notre fils. Il est faible. Et sa femme est un poison. Sois forte. Le moment venu. Fais exactement ce que nous avons prévu. Promets-le-moi. À ce moment-là, ces paroles m'avaient semblé être le délire d'un homme à l'agonie. Notre plan? De quel plan parlait-il? Nous n'avions jamais parlé de la mort. De l'après. Nous avions toujours vécu comme si nous étions éternels. J'avais hoché la tête pour l'apaiser. Une promesse murmurée au chevet d'un mourant. Sans en comprendre le poids réel. Maintenant, dans le silence de la maison vide, ces mots prenaient un sens nouveau et terrifiant. C'est Sophie qui a abordé le sujet en premier. Avec une délicatesse étudiée. Nous étions à table. Devant une soupe qu'elle avait préparée et que je n'arrivais pas à avaler. Hélène? A-t-elle commencé? Posant sa cuillère. Je sais que ce n'est pas le moment. Mais il y a des choses pratiques dont il faut s'occuper. Les factures. La succession. Ça peut être très compliqué. On ne voudrait pas que tu aies à gérer tout ça toute seule. Thomas a immédiatement enchaîné. Comme s'ils avaient répété leur dialogue. Elle a raison. Maman. C'est une montagne de paperasse. Et avec les impôts sur la succession en France? C'est un véritable cauchemar. Laisse-moi m'en charger.
J'ai un ami notaire qui peut nous aider à accélérer les choses. Pour ton bien. Pour mon bien. Ces mots sonnaient comme une caresse. Mais ils cachaient des griffes acérées. Je les ai regardés. Elle. Avec son sourire parfait et ses yeux froids. Lui. Avec son air de fils dévoué qui cachait mal une impatience grandissante. J'ai vu la lueur de la cupidité dans leurs regards. Une lueur que le chagrin m'avait empêché de voir jusqu'à présent. Je me suis sentie flotter. Comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. J'étais vulnérable. Et il le savait. J'ai pensé aux paroles de Jean-Luc. Sois forte. Mais comment être forte quand le sol se dérobe sous vos pieds? Je ne sais pas. Ai-je balbutié. Jean-Luc s'occupait toujours de tout ça. C'est justement pour ça. Maman. A insisté Thomas. Il aurait voulu que tu sois protégée. Que tu n'aies pas à te soucier de ses problèmes matériels. Fais-nous confiance. La confiance. Un mot si simple. Et pourtant si lourd de conséquences. Quelques jours plus tard, ils ont étalé une pile de documents sur la table de la salle à manger. Les pages étaient couvertes d'un jargon juridique que je ne comprenais pas. Des termes comme procuration, mandat de gestion, cession d'actifs. C'est juste pour nous donner l'autorisation de parler aux banques et à l'administration en ton nom. Maman. A expliqué Thomas avec une patience infinie. Une simple formalité. Ça nous permettra de régler les dettes et de sécuriser ton avenir. Tu n'auras qu'à signer ici. Et ici. Il pointait les lignes vides avec son stylo. Sophie se tenait derrière moi. Une main posée sur mon épaule. Un geste qui se voulait réconfortant mais qui me donnait l'impression d'être prise au piège. Mon esprit était un brouillard de douleur. J'ai vu le visage de Jean-Luc. Entendu sa voix me supplier d'être forte. Mais je voyais aussi mon fils. Mon unique enfant. Qui me regardait avec des yeux implorants. L'amour d'une mère est une chose irrationnelle? Une faiblesse autant qu'une force. J'ai pris le stylo. Mes doigts tremblaient. Chaque signature était comme un petit morceau de mon âme que je leur abandonnais. J'ai signé. Page après page. J'ai signé l'acte de vente de ma propre vie. Sans même le savoir. Une fois la dernière signature apposée, j'ai vu le soulagement sur leur visage. Un soulagement trop rapide. Trop total. Sophie a rassemblé les papiers avec une hâte suspecte, les rangeant soigneusement dans une mallette. Thomas m'a prise dans ses bras. Une étreinte brève et sans chaleur. Tu as fait le bon choix. Maman. Maintenant, tout va s'arranger. J'aurais dû sentir le piège se refermer. J'aurais dû crier. Déchirer ces papiers. Les chasser de la maison. Mais j'étais anesthésiée par le deuil. Je me suis contentée de m'asseoir dans le fauteuil de Jean-Luc, regardant la place vide à côté de moi. Et j'ai prié pour que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Ils étaient toujours là. Mais de plus en plus distants. Leur conversation tournait autour de l'argent, de projets, de nouvelles opportunités. Ils parlaient d'un appartement qu'ils avaient visité dans le quartier moderne de Confluence. Un endroit si différent de notre vieille Croix-Rousse chaleureuse. Un soir, ils se sont assis en face de moi. Avec le même air solennel que le jour où ils m'avaient fait signer les papiers. Maman. A commencé Thomas. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé un acheteur pour la maison. Un couple très gentil. Qui adore le quartier. Ils ont fait une offre très généreuse. Mon cœur a cessé de battre. Vendre? Mais. C'est notre maison. C'est là que tu as grandi. C'est là que. Je sais. Maman. C'est difficile.
m'a coupé Sophie. Sa voix mielleuse. Mais pense à toi. Cette maison est immense. L'entretien, les charges. Ce serait un fardeau pour toi toute seule. Et puis, elle est pleine de souvenirs. Ce serait mieux pour toi de prendre un nouveau départ? Dans un endroit plus petit. Plus facile à gérer. Nous avons pensé à tout, a ajouté Thomas. Nous allons te trouver un charmant petit appartement. Très confortable. Tu seras beaucoup mieux. L'argent de la vente sera placé sur un compte pour toi. Tu n'auras à te soucier de rien. Leurs paroles étaient logiques. Raisonnables. Chaque argument était conçu pour me faire croire qu'ils agissaient dans mon intérêt. Mais mon instinct me hurlait que quelque chose était terriblement faux. Cette maison n'était pas un fardeau. C'était mon ancre. Mon sanctuaire. Le dernier lien tangible avec l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans. Pourtant, que pouvais-je faire? J'avais signé. J'avais donné mon accord, scellé par mon propre nom sur un document que je n'avais pas lu. J'étais prisonnière de ma propre naïveté. Le jour du déménagement a été un déchirement. Des inconnus emballaient ma vie dans des cartons. Chaque objet qu'ils touchaient semblait crier. J'ai regardé. Impuissante. Le portrait de mariage de mes parents être enveloppé dans du papier bulle. La collection de livres de Jean-Luc empilés sans ménagement. Thomas et Sophie supervisaient tout. Non pas avec la tristesse d'un adieu, mais avec l'efficacité froide de liquidateurs. Ils m'ont dit de ne garder que l'essentiel. Quelques vêtements. Quelques souvenirs personnels dans une petite valise. On s'occupera du reste, ont-ils dit. On stockera tout ça pour toi. Un autre mensonge. Quand la maison a été vide, résonnant d'un écho lugubre, ils m'ont fait monter dans leur voiture luxueuse. Le cuir froid sous mes doigts contrastait avec la chaleur du velours usé de mon fauteuil. Nous avons quitté la Croix-Rousse, laissant derrière nous 40 ans de ma vie. Je regardais par la fenêtre les rues familières défiler, sentant les larmes brûler mes yeux. Nous n'avons pas roulé longtemps. La voiture s'est engagée dans des rues que je connaissais moins. Des quartiers plus populaires, plus bruyants. L'architecture haussmannienne a laissé place à des immeubles modernes et sans âme. Finalement, Thomas s'est garé le long d'un trottoir dans une rue grise du quartier de la Guillotière. C'était un endroit connu pour son agitation, sa précarité, un monde à part de la quiétude de ma colline. Il a coupé le moteur. Le silence dans la voiture était assourdissant. On est arrivé où? Ai-je demandé? Ma voix n'étant qu'un murmure. Thomas a mis du temps à répondre. Il ne me regardait pas. Il fixait le pare-brise. Maman. Écoute. Sophie. Assise à l'arrière. Est restée muette. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas? Où est le petit appartement dont tu parlais? Il a enfin tourné la tête vers moi. Pour la première fois, j'ai vu son vrai visage. Pas celui du fils aimant, mais celui d'un étranger. Un étranger lâche et cruel. Les choses sont plus compliquées que prévu, a-t-il dit. Sa voix plate. L'argent de la vente. Il y avait des dettes, des impôts. Il ne reste pas grand-chose. Pas assez pour un appartement. C'était un mensonge si énorme, si absurde, que j'ai failli en rire. Jean-Luc n'avait jamais eu de dette. Il était l'homme le plus prudent et le plus organisé que je connaisse. Qu'est-ce que tu racontes? Il a sorti une enveloppe de la boîte à gants et me l'a tendue. À l'intérieur, j'ai aperçu quelques billets de banque. Il a aussi sorti un petit téléphone portable bon marché. Encore dans sa boîte. Voilà.
C'est tout ce que je peux faire pour toi. Il y a assez pour tenir quelques semaines. Le temps que tu trouves une solution. Il y a des foyers, des aides sociales. Tu devrais te renseigner. Le monde s'est effondré. Les mots, les gestes. Tout s'est mis en place dans mon esprit avec une clarté insoutenable. La procuration. La vente de la maison. Les promesses. Tout n'était qu'une mise en scène macabre pour me voler. Pour me dépouiller de tout ce que j'avais. Thomas, ai-je supplié? Ma voix se brisant. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. Il a détourné le regard. Incapable de soutenir le mien. J'ai ma propre vie maintenant. Maman. Sophie et moi. On a des projets. On ne peut pas te prendre en charge. Tu dois te débrouiller. Te débrouiller. Ce mot, prononcé avec une froideur clinique, a été le coup de grâce. Il est sorti de la voiture, a ouvert mon coffre et a déposé ma petite valise sur le trottoir. Puis il est remonté, a verrouillé les portes. J'ai vu le visage de Sophie dans le rétroviseur. Elle me regardait, un minuscule sourire de triomphe sur les lèvres. La voiture a démarré et s'est éloignée, me laissant seule sur ce trottoir inconnu. Avec une valise, une poignée d'euros et un cœur en 1000 morceaux. Le bruit de la ville m'assaillait, mais tout ce que j'entendais, c'était le son de ma vie qui se brisait. Je suis restée là, pétrifiée, regardant la voiture disparaître au coin de la rue. Ils étaient partis. Ils m'avaient jeté comme un déchet. Le vent froid de novembre s'est engouffré dans mon manteau. J'ai regardé autour de moi. Les visages des passants étaient indifférents. J'étais invisible. Une femme de 60 ans. Seule. Sans rien ni personne. C'est à ce moment précis, dans le désespoir le plus total, que les paroles de Jean-Luc sont revenues. Non plus comme un avertissement, mais comme une bouée de sauvetage. Fais exactement ce que nous avons prévu. J'ai fouillé dans mon sac à main. Mes doigts tremblants passant sur mon portefeuille vide. Mes mouchoirs usés. Et puis je l'ai senti. Froide et métallique. Une petite clé. Une clé que Jean-Luc m'avait glissée dans la main la veille de sa mort. En me disant, pour les jours de pluie. Je l'ai serrée dans ma paume. Ce n'était pas grand-chose. Juste une petite clé de coffre-fort. Mais à cet instant, c'était la seule chose qui me restait. La seule promesse d'un avenir possible. Ils pensaient m'avoir laissé sans défense. Ils avaient tort. Le jeu ne faisait que commencer. Le premier réflexe fut la panique. Une vague glaciale qui a submergé mon chagrin, menaçant de me noyer sur ce trottoir hostile. Ma respiration était courte. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais courir après leur voiture. Crier. Supplier. Mais à quoi bon? Ils avaient fait leur choix. La porte de leur vie s'était refermée sur moi avec la violence d'une porte de prison. Autour de moi, la vie de la guillotière suivait son cours, indifférente à mon drame. Des odeurs d'épices et de gaz d'échappement se mélangeaient dans l'air. Des rires. Des cris. Des bribes de conversation dans des langues que je ne reconnaissais pas. Je me sentais comme une naufragée sur une île inconnue. J'ai sorti le téléphone bon marché de sa boîte. L'écran s'est allumé, affichant un fond d'écran standard et une batterie pleine. J'ai essayé d'appeler Thomas. Comme je m'y attendais, le message était laconique, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ils avaient changé de numéro. Ils avaient coupé le dernier fil. L'enveloppe contenait 300 €. Une somme dérisoire? Une insulte? Assez pour survivre? Pas pour vivre. J'ai serré les billets dans ma main.
le papier fin me semblant aussi fragile que mon avenir. Je devais trouver un endroit où passer la nuit. Un endroit où me cacher. Où lécher mes plaies. Tirant ma petite valise derrière moi. J'ai commencé à marcher sans but. Chaque pas était une épreuve. Les regards des gens me pesaient. Voyait-on le désespoir sur mon visage? Voyait-on que j'étais une femme qui, quelques heures plus tôt, avait une maison, une famille, une vie, et qui maintenant n'avait plus rien? J'ai trouvé un petit hôtel. L'un de ces établissements modestes dont la façade défraîchie promettait des tarifs abordables. Le réceptionniste, un homme fatigué au regard vide, m'a donné une chambre au 3e étage sans ascenseur. J'ai payé une semaine d'avance, voyant ma petite fortune diminuer de moitié. La chambre était minuscule et impersonnelle. Un lit étroit. Une petite table. Une chaise et une fenêtre qui donnaient sur un mur de briques. L'odeur de renfermé et de cigarettes froides imprégnait les murs. J'ai posé ma valise. Je me suis assise sur le lit et le barrage a cédé. J'ai pleuré. Pas des larmes de chagrin pour mon mari, mais des larmes de rage, d'humiliation et d'une tristesse si profonde qu'elle me brûlait de l'intérieur. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été. Une mère aveuglée par l'amour. J'ai pleuré pour l'enfant que j'avais élevé. Un monstre d'égoïsme que je ne reconnaissais plus. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état second, ne quittant la chambre que pour acheter un sandwich dans une boulangerie voisine. Le reste du temps, je restais allongé sur le lit, fixant le plafond craquelé, rejouant la scène de la trahison en boucle dans ma tête. La honte était presque aussi insupportable que la douleur. Comment avais-je pu être si naïve? Comment n'avais-je rien vu venir? Puis, au milieu de ce brouillard de désespoir, la voix de Jean-Luc a refait surface. Sois forte. Fais exactement ce que nous avons prévu. La clé. Le 3e jour, je me suis levée avec une résolution nouvelle. La douleur était toujours là. Mais elle était maintenant mêlée à autre chose, une flamme froide de détermination. Je me suis douchée. J'ai mis les vêtements les plus propres de ma valise et je me suis regardée dans le miroir. L'image qui me faisait face était celle d'une femme brisée. Des cernes profonds sous les yeux. Des cheveux en désordre. Un regard éteint. C'est cette femme que Thomas et Sophie avaient abandonnée. C'est cette femme qu'ils croyaient d'avoir détruite. J'ai sorti la petite clé de mon sac. Elle était gravée du logo d'une banque, le Crédit Lyonnais. Et d'un numéro. Je savais que Jean-Luc avait plusieurs comptes. Mais il avait toujours été discret sur ses finances. Il disait toujours, moins on en dit, mieux on se porte. Trouver la bonne agence n'a pas été difficile. Il n'y en avait qu'une au centre-ville de Lyon qui abritait une salle des coffres de haute sécurité. J'ai pris le métro, me sentant comme une espionne dans ma propre vie. Le trajet, qui me semblait autrefois banal, était maintenant une expédition en territoire inconnu. L'agence bancaire de la rue de la République était imposante. Du marbre, du laiton, un silence feutré qui contrastait violemment avec le bruit de mon quartier d'exil. J'ai hésité un instant sur le seuil. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si le coffre était vide? J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Je me suis approché du comptoir, le cœur battant. J'ai présenté la clé à l'employé. Une jeune femme au sourire professionnel. Bonjour. Je voudrais accéder à ce coffre. S'il vous plaît. Elle a examiné la clé. Tapé le numéro sur son ordinateur. Son expression a changé. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard mêlé de curiosité et de respect. Ah. Oui. Madame Dubois. Nous vous attendions. Veuillez me suivre.
S'il vous plaît. Nous vous attendions. Cette simple phrase a fait l'effet d'une décharge électrique. Jean-Luc avait tout prévu. Elle m'a conduite vers une porte blindée, puis dans une salle austère bordée de centaines de casiers métalliques. Un autre employé nous a rejoints. La procédure était stricte. 2 clés étaient nécessaires pour ouvrir le coffre, la mienne et celle de la banque. Quand la petite porte métallique s'est ouverte, mon souffle s'est coupé. Le coffre n'était pas rempli de liasses de billets ou de bijoux. Il contenait une seule chose, une grande enveloppe en cuir rigide, scellée à la cire. Mon nom, Hélène Dubois, y était inscrit de l'écriture élégante de Jean-Luc. L'employé m'a conduite dans un petit salon privé pour que je puisse consulter le contenu en toute confidentialité. Une fois seule, j'ai brisé le sceau avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Le premier était une police d'assurance vie. J'ai lu les détails, et mes yeux se sont écarquillés. Le montant était astronomique, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Une somme qui pouvait non seulement me garantir une vie confortable, mais aussi acheter et vendre des gens comme mon fils et sa femme sans même y penser. Jean-Luc avait souscrit ce contrat des années auparavant, et j'en étais l'unique bénéficiaire. Ce contrat était totalement indépendant de sa succession, de ses comptes bancaires officiels, de tout ce que Thomas pouvait toucher. Le deuxième document était un acte de propriété. Il concernait un portefeuille d'investissements diversifiés, des actions, des obligations et des parts dans plusieurs sociétés immobilières. C'était le véritable patrimoine de Jean-Luc, construit patiemment et discrètement au fil des décennies. Le patrimoine qu'il avait mis à l'abri de la cupidité de son propre fils. Enfin, il y avait une lettre. Une lettre manuscrite de plusieurs pages. J'ai reconnu son écriture. Chaque boucle. Chaque trait. C'était comme s'il était là. À côté de moi. Me parlant une dernière fois. Ma chère Hélène. Si tu lis cette lettre. Cela signifie que je suis partie. Et cela signifie probablement aussi que nos pires craintes se sont réalisées. Je t'en prie. Pardonne-moi pour ce secret. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais j'ai vu la noirceur grandir en Thomas depuis des années. Une faiblesse de caractère que Sophie a su exploiter avec une intelligence diabolique. J'ai essayé de lui parler, de le guider. Mais il était déjà trop loin. L'argent, le statut, l'apparence. Voilà ce qui le gouverne. Je savais qu'ils essaieraient de tout te prendre. Je savais qu'ils profiteraient de ton chagrin. C'est pourquoi j'ai mis en place ce plan. La maison de la Croix-Rousse. Les comptes bancaires que je lui ai laissé gérer. Ce n'était qu'un appât. Un test. Un test qu'il a échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je lui ai laissé assez pour qu'il se révèle. Pour qu'il te montre son vrai visage. Je suis désolée. Mon amour. Que tu aies dû subir cette blessure. C'était le seul moyen de te libérer de lui. La fortune que tu découvres aujourd'hui est le fruit de notre vie de travail. Elle est à toi. Et à toi seul. Elle est protégée. Intraçable pour eux. C'est ton bouclier. Ton arme. Mais je ne veux pas que tu l'utilises pour la vengeance. La vengeance est une émotion stérile qui ne ferait que te consumer. Je veux que tu l'utilises pour la justice. Sois intelligente. Hélène. Sois patiente. Ils ont construit leur nouveau monde sur un mensonge et sur ta douleur. Laisse-les s'installer dans leur confort. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Et quand le moment sera venu, montre-leur que les fondations de leur vie sont faites de sable. Tu trouveras dans cette enveloppe les coordonnées de Maître Michel Bernard. Il n'est pas seulement mon avocat. C'est un ami de 30 ans.
Il est au courant de tout. Il est le gardien de ce plan. Fais-lui confiance comme tu m'as fait confiance. Il t'aidera à mettre les choses en place. Ce n'est pas une vengeance, Hélène. C'est une réappropriation. Reprends ta vie. Reprends ta dignité. Reprends ton avenir. Je t'ai aimé plus que tout. Et même depuis l'au-delà. Je veillerai toujours sur toi. Ton Jean-Luc. J'ai lu la lettre 3 fois. Les larmes brouillant les mots. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais des larmes de gratitude, de compréhension, et d'un amour infini pour l'homme qui m'avait connu mieux que je ne me connaissais moi-même. Il n'était pas parti en me laissant sans défense. Il m'avait laissé un héritage bien plus précieux que l'argent, un plan, une stratégie, une raison de me battre. La femme brisée qui était entrée dans cette banque n'existait plus. En sortant du petit salon privé, je marchais la tête haute. Mon chagrin était toujours là. Une douleur sourde dans ma poitrine. Mais il était maintenant contenu par une armure d'acier. J'ai quitté la banque et je suis retourné à mon hôtel minable. J'ai regardé la chambre exiguë. Le lit inconfortable. Le mur de briques. Ce n'était plus une prison. C'était un point de départ. Une base secrète depuis laquelle j'allais orchestrer ma renaissance. Je n'ai pas appelé Maître Bernard tout de suite. J'avais besoin de temps. Temps pour absorber la vérité. Temps pour laisser la colère froide s'installer et remplacer le choc. Je me suis regardé à nouveau dans le miroir. Mon reflet était le même. Mais mes yeux avaient changé. Ils ne reflétaient plus la peur, mais une lueur déterminée, presque dangereuse. J'ai passé les jours suivants à observer, à écouter. J'ai utilisé le téléphone bon marché pour aller sur Internet, grâce au Wi-Fi précaire du café d'en face. J'ai cherché le nom de Thomas, de Sophie. Leur profil sur les réseaux sociaux était un étalage indécent de leur nouvelle vie. Des photos d'eux dans des restaurants chics de la presqu'île. Des bouteilles de champagne. Des vêtements de marque. Une photo les montrait sur le balcon d'un appartement ultramoderne, avec la Saône scintillant en arrière-plan. La légende disait, notre nouveau nid d'amour à Confluence. Le début d'une nouvelle vie. Ma vie. Ils l'appelaient leur nouvelle vie. Chaque photo, chaque mot arrogant, était un clou de plus dans le cercueil de la mère aimante que j'avais été. Et à sa place, une autre femme émergeait. Une femme qu'ils ne connaissaient pas. Une femme qu'ils avaient créée par leur propre trahison. La lettre de Jean-Luc disait de ne pas chercher la vengeance. Il avait raison. Ce que je préparais n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Une leçon sur les conséquences. Une leçon qu'ils allaient apprendre à leurs dépens. Après une semaine dans cet hôtel, j'ai composé le numéro de Maître Michel Bernard. Une voix calme et posée a répondu à l'autre bout du fil. Allô? Maître Bernard? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? J'ai pris une profonde inspiration. Je m'appelle Hélène Dubois. Je crois que mon mari, Jean-Luc, vous a parlé de moi. Il y a eu un court silence. Puis sa voix s'est faite plus chaleureuse. Presque soulagée. Madame Dubois. Enfin. J'attendais votre appel. Le jeu pouvait commencer. Le bureau de Maître Michel Bernard était situé sur le quai Saint-Antoine, avec une vue imprenable sur la colline de Fourvière. Tout y respirait la discrétion et le pouvoir tranquille, des boiseries sombres, des fauteuils en cuir profond et des rangées de livres reliés qui semblaient contenir des siècles de secrets. Maître Bernard lui-même était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et des yeux vifs et intelligents qui vous donnaient l'impression qu'il voyait bien au-delà des apparences. Il m'a accueilli avec une chaleur respectueuse, sans aucune pitié dans le regard. Il ne voyait pas une victime,
mais la partenaire d'un plan qu'il avait aidé à concevoir. Madame Dubois. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. A-t-il commencé, en me servant une tasse de café. Jean-Luc était plus qu'un client. C'était un ami. Et c'était un homme d'une prévoyance remarquable. Il semble que oui. Ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il m'a tout expliqué il y a plus d'1 an. A continué l'avocat en s'asseyant en face de moi. Son analyse de la situation était d'une clarté redoutable. Il aimait son fils. Ne vous y trompez pas. Mais il ne se faisait aucune illusion sur son caractère. Il a mis en place cette structure pour vous protéger. Pour vous donner les moyens non pas de détruire, mais de reconstruire. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les documents que j'avais sortis du coffre. Maître Bernard m'a expliqué chaque détail avec une patience infinie. La police d'assurance vie était déjà active. Les fonds transférés sur un compte nouvellement créé à mon seul nom. Dans une banque privée suisse réputée pour sa discrétion. Le portefeuille d'investissement était géré par une fiducie basée au Luxembourg. Tout était légal, méticuleusement structuré, et absolument impénétrable pour quiconque chercherait à remonter jusqu'à moi. Votre fils et sa femme ont hérité d'une coquille vide. Madame Dubois, a conclu Maître Bernard. Ils ont eu la maison, les quelques économies du compte courant. Juste assez pour alimenter leur cupidité et les aveugler. Ils pensent avoir touché le jackpot. En réalité, ils n'ont eu que la monnaie. Une question me brûlait les lèvres. Et maintenant? Que dois-je faire? Maître Bernard a souri. Un sourire fin et énigmatique. Maintenant, Madame Dubois, vous allez disparaître. Pas physiquement. Bien sûr. Mais vous allez devenir invisible. La première étape est de vous sortir de cet hôtel sordide. Nous allons vous trouver un appartement meublé. Confortable et discret. Personne ne doit savoir où vous êtes. Ensuite, vous allez apprendre. Apprendre? Apprendre quoi? Tout ce que vous devez savoir. La finance. L'immobilier. Le droit des sociétés. Jean-Luc a laissé des fonds spécifiques pour votre formation. Il voulait que vous soyez non seulement la propriétaire de cet empire, mais aussi sa maîtresse. Vous ne dépendrez de personne. Vous prendrez vos propres décisions. L'idée m'a d'abord effrayée. Moi, Hélène Dubois, qui n'avait jamais géré plus que le budget du ménage, me plonger dans le monde complexe de la haute finance? Mais la peur a rapidement laissé place à une étrange excitation. C'était le dernier cadeau de Jean-Luc, non seulement la richesse, mais aussi le pouvoir de la comprendre et de la maîtriser. La transition a été rapide et efficace. En moins de 48 heures, j'ai quitté la chambre de la Guillotière pour un appartement élégant dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. C'était un immeuble bourgeois, anonyme, avec un service de conciergerie qui filtrait les visiteurs. C'était mon nouveau quartier général. Les semaines qui ont suivi ont été une immersion totale. Maître Bernard m'a engagé des tuteurs privés. Un jeune expert en finance venait 3 fois par semaine pour m'enseigner les subtilités des marchés boursiers. Une avocate spécialisée en droit immobilier m'a appris à lire un contrat, à évaluer un bien, à comprendre les montages juridiques. Je passais mes journées à lire des rapports financiers, des analyses économiques, des articles du Financial Times et des Échos. Au début, c'était ardu. Mon cerveau, endormi par des années de routine domestique, peinait à absorber ce nouveau langage. Mais la motivation était une force puissante. Chaque fois que le doute s'installait, je pensais à la scène sur ce trottoir. Je pensais au sourire triomphant de Sophie.
Et ma concentration revenait. Plus vive que jamais. Lentement. J'ai commencé à changer. Pas seulement intellectuellement. Mais aussi physiquement. J'ai abandonné les vêtements ternes de la veuve éplorée. J'ai commencé à m'habiller différemment. Des coupes simples. Des tissus de qualité. Des couleurs neutres et élégantes, gris, noir, bleu marine. J'ai fait couper mes cheveux en un carré court et chic. Mon reflet dans le miroir n'était plus celui d'une femme brisée, mais celui d'une femme d'affaires. Calme, posée, insondable. Pendant ce temps, je continuais de surveiller mes cibles. Leur vie était un spectacle permanent sur les réseaux sociaux. Ils avaient acheté une nouvelle voiture, une Audi rutilante. Ils passaient leur week-end à Megève ou sur la Côte d'Azur. Ils organisaient des dîners somptueux dans leur appartement de Confluence, se vantant de leur réussite. Ils brûlaient l'argent de ma maison, l'argent de mes souvenirs, avec une frénésie désespérée, comme s'ils voulaient prouver au monde entier qu'ils avaient réussi. Ils ne m'avaient pas oublié. Parfois, Sophie postait des messages passifs-agressifs. Tellement reconnaissante d'être entourée de gens qui nous soutiennent. Pas de ceux qui sont un fardeau. Ou encore, parfois, il faut couper les ponts avec les personnes toxiques pour pouvoir avancer. Chaque mot était une petite piqûre. Mais au lieu de me faire mal, il ne faisait qu'alimenter ma détermination. Après 3 mois d'apprentissage intensif, je me sentais prête. J'ai organisé une réunion avec Maître Bernard. Je veux commencer à investir, ai-je annoncé, en lui tendant une liste de sociétés que j'avais analysées. Il a étudié la liste, hochant la tête avec approbation. Des choix judicieux. Prudents mais avec un fort potentiel. Comment voulez-vous procéder? Je veux créer une société, ai-je dit. Une société d'investissement immobilier. Anonyme. Quelque chose de discret. C'est ainsi qu'est née la Société Civile Immobilière Avenir, ou SCI Avenir. La structure a été montée par le cabinet de Maître Bernard, via une série de sociétés écrans qui rendaient impossible de remonter jusqu'à moi. Officiellement, SCI Avenir était dirigé par un gérant professionnel, un homme de paille choisi par l'avocat. En réalité, chaque décision était prise par moi. Mon premier investissement a été modeste. L'achat d'un petit immeuble de rapport dans le quartier de la Pardieu. J'ai supervisé les rénovations à distance, étudié les dossiers des locataires, fixé les loyers. C'était mon terrain d'entraînement. L'opération a été un succès. En 6 mois, la valeur du bien avait augmenté de 15%. J'ai réinvesti les bénéfices. Puis encore. SCI Avenir a commencé à se faire un nom dans le petit monde de l'immobilier lyonnais. Une société discrète, rapide, avec des fonds apparemment illimités. Personne ne savait qui était derrière. Le mystère ne faisait qu'accroître notre réputation. Pendant tout ce temps, je vivais seule. Je ne fréquentais personne. Ma seule compagnie était mes tuteurs, mes livres et les rapports financiers. La solitude ne me pesait pas. C'était le prix de ma mission. C'était le calme avant la tempête. Un jour, en parcourant les annonces immobilières professionnelles, une information a attiré mon attention. Un fonds d'investissement parisien cherchait à vendre un portefeuille d'actifs à Lyon pour se recentrer sur la capitale. Dans la liste des biens, un nom a fait sursauter mon cœur, le Monolithe. Un immeuble de luxe flambant neuf dans le quartier de Confluence. J'ai fait quelques recherches. C'était bien là. L'immeuble où Thomas et Sophie s'affichaient si fièrement. Une vérification rapide dans les registres cadastraux. Via les contacts de Maître Bernard.
a confirmé qu'ils étaient propriétaires de l'appartement 6B. Ils l'avaient acheté à crédit, avec un apport conséquent provenant de la vente de ma maison. Une idée folle, audacieuse, a commencé à germer dans mon esprit. Ce n'était pas dans le plan initial de Jean-Luc. C'était plus direct, plus personnel. C'était ma propre touche. J'ai appelé Maître Bernard. Je veux acheter le monolithe, ai-je dit. Sans préambule. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. L'immeuble entier? Madame Dubois? C'est un investissement colossal. Et très visible. Je sais. C'est exactement ce que je veux. Je veux que SCI Avenir en soit le propriétaire. C'est risqué, a-t-il prévenu. Il pourrait finir par découvrir. Non. Les jeux interrompus. Ils sont trop arrogants. Trop occupés à dépenser leur argent pour regarder qui signe leur quittance de loyer. Ils ne verront rien venir. Maître Bernard a soupiré. Je l'ai entendu sourire à travers le téléphone. Jean-Luc avait raison. Vous avez un esprit stratégique redoutable. Très bien. Lançons une offre. Les négociations ont été menées rapidement et agressivement par les avocats de SCI Avenir. Nous avons offert un prix légèrement supérieur à celui du marché. Avec un paiement comptant. Sans conditions suspensives. Le fonds parisien, avide de liquidités rapides, a accepté sans hésiter. 3 semaines plus tard, l'acte de vente était signé. C'était fait. J'étais, par l'intermédiaire de ma société anonyme, la propriétaire de l'immeuble où vivait mon fils. La propriétaire du toit au-dessus de sa tête. La propriétaire des murs qui abritaient son bonheur illusoire. Je me suis servi un verre de vin ce soir-là. Dans mon appartement silencieux. J'ai porté un toast à la mémoire de Jean-Luc. La première phase du plan était achevée. La seconde allait bientôt commencer. Le mois suivant, tous les résidents du monolithe ont reçu une lettre. Une lettre de bienvenue de la part du nouveau propriétaire, SCI Avenir. Elle annonçait une révision des charges de copropriété pour améliorer la qualité des services et une mise à jour des règlements intérieurs. La lettre était polie, professionnelle et parfaitement banale. J'ai imaginé Thomas et Sophie la recevant. Ils l'ont probablement à peine lue, la jetant sur une pile de courrier avant de repartir pour un de leurs week-ends extravagants. Ils n'avaient aucune idée que la main qui avait signé cette lettre était la même que celle qu'ils avaient forcée à signer sa propre dépossession. J'ai laissé passer encore 2 mois. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils s'habituent à la nouvelle gestion. Pendant ce temps, j'ai fait installer de nouvelles caméras de sécurité dans les parties communes. J'ai fait rénover le hall d'entrée. J'ai amélioré l'éclairage du parking. J'étais une propriétaire modèle. Puis, le moment est venu. J'ai demandé au gérant de SCI Avenir d'envoyer une nouvelle circulaire à tous les résidents. Une circulaire qui allait être le premier coup de semonce. Elle annonçait une réunion de copropriété obligatoire avec la présence exceptionnelle d'un représentant du propriétaire, afin de présenter un plan de rénovation majeur et de discuter de son financement. La réunion était prévue dans 3 semaines, dans la salle commune de l'immeuble. Je savais qu'il viendrait. Thomas, avec son ego surdimensionné, ne manquerait jamais une occasion de donner son avis, de se montrer. Sophie viendrait pour l'apparence, pour afficher leur statut de propriétaires importants. Ils allaient entrer dans la salle, s'attendant à rencontrer un gestionnaire en costume gris. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient se retrouver face à face avec le fantôme qu'ils pensaient avoir enterré. Le jour de la réunion, j'ai choisi ma tenue avec un soin méticuleux. Un tailleur pantalon noir, parfaitement coupé.
Une chemise en soie blanche. Pas de bijoux. À l'exception d'une montre discrète que Jean-Luc m'avait offerte. Mes cheveux étaient impeccablement coiffés. Mon maquillage était léger. Professionnel. Je n'étais plus la mère en deuil. J'étais la propriétaire. J'étais le pouvoir. J'ai attendu dans une petite pièce adjacente à la salle de réunion. Tandis que les résidents arrivaient. J'entendais le brouhaha de leur conversation. Mon cœur battait un peu plus vite. Non pas de peur, mais d'anticipation. C'était l'heure. J'ai lissé ma veste, pris une profonde inspiration, et je me suis préparé à entrer en scène. La salle commune du monolithe était exactement comme je l'avais imaginé, un espace moderne, impersonnel et froid. Malgré les tentatives de le réchauffer avec des œuvres d'art abstraites et des fauteuils design. Une vingtaine de résidents étaient assis sur des chaises disposées en rang, leur visage exprimant un mélange de curiosité et d'ennui. Le gérant de SCI Avenir. Un homme compétent du nom de Monsieur Dubois, une ironie du sort que j'appréciais secrètement, se tenait devant un petit pupitre. Je suis resté en retrait, dans l'ombre près de la porte, observant la scène. Mes yeux les ont immédiatement trouvés. Thomas et Sophie étaient assis au 3e rang. Thomas portait un costume cher qui semblait un peu trop serré pour lui. Et il tapotait nerveusement son téléphone. L'air important. Sophie. À côté de lui. Était l'image même de l'élégance affectée. Vêtue d'une robe de créateur. Son sac à main de marque bien en évidence sur ses genoux. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards critiques sur les autres résidents. Ils étaient dans leur royaume, convaincus de leur supériorité. Mon cœur n'a pas vacillé. Il n'y avait ni haine ni amour. Juste une froide et calme résolution. J'étais une chirurgienne s'apprêtant à pratiquer une incision nécessaire. Monsieur Dubois a commencé la réunion avec des généralités polies. Il a parlé de l'engagement de SCI Avenir envers la qualité de vie des résidents. A listé les améliorations déjà effectuées dans le hall et le parking. Les gens hochaient la tête, satisfaits. Puis, il est arrivé au cœur du sujet. Nous avons maintenant un projet plus ambitieux, a-t-il annoncé. Un plan de rénovation complet pour mettre l'immeuble aux normes écologiques les plus récentes. Cela inclut l'isolation de la façade, le remplacement de toutes les fenêtres par du triple vitrage et l'installation de panneaux solaires sur le toit. Un murmure a parcouru la salle. C'était un projet énorme. Bien sûr. Un tel investissement a un coût. A continué Monsieur Dubois. Impassible. Ce coût sera réparti entre les copropriétaires, conformément au règlement. Nous estimons une augmentation significative des charges de copropriété pour les 3 prochaines années. C'est à ce moment que Thomas a décidé d'intervenir. Il s'est levé. Avec l'assurance d'un homme qui a l'habitude qu'on l'écoute. Un instant. A-t-il dit. Sa voix forte et péremptoire. Une augmentation significative? De quel ordre parle-t-on? Nous avons racheté ici pour la qualité des prestations. Pas pour financer des projets pharaoniques sortis de nulle part. Qui est derrière cette SCI Avenir, de toute façon? On ne voit jamais personne. C'est facile de prendre des décisions quand on se cache derrière des sociétés écrans. Plusieurs résidents ont hoché la tête en signe d'approbation. Thomas jubilait, se sentant le porte-parole des mécontents. Monsieur Dubois est resté parfaitement calme. Toutes vos questions sont légitimes. Monsieur. C'est précisément pour y répondre que nous avons organisé cette réunion. En fait, la propriétaire de SCI Avenir a tenu à être présente aujourd'hui pour vous présenter elle-même sa vision pour l'immeuble. Un silence curieux s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers l'avant de la salle, s'attendant à voir quelqu'un sortir d'une porte latérale. C'est le moment que j'ai choisi.
Je suis sortie de l'ombre et j'ai marché lentement vers le pupitre. Le bruit de mes talons sur le parquet était le seul son dans la pièce. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. D'abord de la curiosité, puis de la confusion. J'ai atteint le pupitre et je me suis tournée pour faire face à l'assemblée. J'ai délibérément évité de regarder Thomas et Sophie. J'ai balayé la salle du regard, adressant un léger sourire poli aux autres résidents. Bonsoir à tous. Ai-je dit. Ma voix claire et posée, amplifiée par le micro. Je vous remercie d'être venus. Puis, et seulement alors, j'ai posé mes yeux sur le 3e rang. Le processus sur le visage de Thomas a été fascinant à observer. D'abord, une simple reconnaissance, comme s'il voyait une vague connaissance. Puis, l'incrédulité. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est légèrement ouverte. La couleur a quitté son visage, le laissant d'une pâleur cadavérique. Il a secoué la tête, comme pour chasser une hallucination. Sophie, à côté de lui, a mis plus de temps à réagir. Elle m'a regardé avec un froncement de sourcils, se demandant ce que je faisais là. Puis, elle a vu l'expression de son mari. Elle a de nouveau tourné son regard vers moi. Et là, la compréhension l'a frappée. Ce n'était pas un regard de choc, mais un regard de pure horreur. Le masque de l'arrogance est tombé, révélant la panique qui se cachait derrière. Mon nom est Hélène Dubois. Ai-je continué, en m'adressant à toute la salle mais en ne quittant pas mon fils des yeux. Et oui, je suis la propriétaire de cet immeuble. Un murmure stupéfait a parcouru l'assemblée. Les gens se tournaient vers Thomas, puis vers moi, essayant de comprendre le lien. Thomas s'est levé d'un bond, faisant basculer sa chaise en arrière. Toi. C'est impossible. C'est une blague. Sa voix était stridente, presque hystérique. Je l'ai regardé avec un calme glacial. Pourquoi serait-ce impossible? Thomas? Tu pensais que j'allais passer le reste de ma vie dans un hôtel miteux de la Guillotière? Tu m'as sous-estimé. C'est une erreur que ton père, lui, n'a jamais commise. Le nom de son père, prononcé dans ce contexte, a été comme une gifle. Il a reculé d'un pas, comme s'il avait été frappé. Sophie a attrapé son bras, essayant de le faire rasseoir. Thomas. Tais-toi. A-t-elle sifflé. Sa voix basse et tremblante. Mais il était trop tard. Le spectacle avait commencé. J'ai reporté mon attention sur les autres résidents, qui assistaient à cette scène de famille surréaliste avec une fascination morbide. Je m'excuse pour cette interruption, ai-je dit avec un calme parfait. Pour en revenir à notre projet de rénovation. Je comprends que l'investissement puisse paraître important. Mais il est essentiel pour la valorisation à long terme de votre patrimoine. Le mien et le vôtre. SCI Avenir est prête à prendre en charge 40% du coût total des travaux. Le reste sera, comme prévu, réparti entre les copropriétaires. C'est une offre, je pense, extrêmement généreuse. L'humeur de la salle a immédiatement changé. Une offre de prise en charge de 40% était inouïe. Les murmures de mécontentement se sont transformés en approbation. J'ai regardé à nouveau Thomas. Il était anéanti. Il comprenait. Il comprenait que chaque euro qu'il allait devoir payer pour ces rénovations proviendrait indirectement de moi. Il comprenait qu'il était piégé. La réunion s'est poursuivie. Mais personne n'écoutait vraiment les détails techniques. Le drame qui venait de se jouer était bien plus captivant. Quand la séance a été levée,
Plusieurs résidents sont venus me voir pour me remercier, me poser des questions. J'ai répondu à chacun avec patience et courtoisie. Thomas et Sophie sont restés assis, immobiles, comme pétrifiés. Ils attendaient que la salle se vide. Finalement, quand il ne resta plus que nous trois et Monsieur Dubois, qui rangeait discrètement ses papiers, Thomas s'est approché de moi, suivi par Sophie comme son ombre. « Comment ?» a-t-il articulé. Sa voix rauque. « L'argent. La maison. On avait tout pris. Vous aviez pris ce que votre père voulait bien vous laisser. » Ai-je corrigé doucement. « L'appât. Vous l'avez mordu avec une avidité qu'il aurait, je pense, profondément attristé. C'est une vengeance ?» a craché Sophie, retrouvant un peu de son venin. C'est cruel et mesquin. Je me suis tournée vers elle. Pour la première fois, je la voyais sans son masque. Je voyais la peur dans ses yeux. La peur de perdre tout ce qu'elle avait obtenu par la ruse. Cruel ? Ai-je répété, en penchant légèrement la tête. Vous trouvez cruel d'améliorer un immeuble ? De faire des investissements judicieux ? Non. Sophie. Ce qui est cruel, c'est de jeter sa propre mère à la rue après l'avoir dépouillée. Ce qui est cruel, c'est de la laisser sans argent, sans téléphone, sans un mot, et d'aller ensuite étaler votre nouvelle richesse sur les réseaux sociaux. Ça, c'est cruel. Moi, je ne fais que des affaires. Elle a blêmi et n'a plus rien dit. Je me suis retournée vers Thomas. Il me regardait, non plus avec colère, mais avec une sorte de désespoir abyssal. Il voyait l'ampleur de l'abîme qui nous séparait. Il voyait la femme qu'il avait abandonnée et la puissance qu'elle était devenue. « Vous allez nous ruiner ?» a-t-il murmuré. « Non. Thomas. » ai-je répondu. « Je ne vais rien faire du tout. Vous allez le faire vous-même. Vous avez vécu bien au-dessus de vos moyens, en croyant que votre source était inépuisable. Vous allez simplement devoir faire face aux conséquences de vos choix. Comme tout le monde. Payez vos charges. Respectez le règlement. C'est tout ce que je vous demande. En tant que propriétaire. » Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti, laissant derrière moi les ruines de leur triomphe. En sortant de l'immeuble, l'air frais de la nuit m'a semblé délicieux. Je n'ai ressenti aucune jubilation, aucune joie mauvaise. Juste le sentiment d'un poids qui commençait à se soulever. La justice, comme l'avait écrit Jean-Luc, n'était pas la vengeance. C'était simplement la remise en ordre du chaos. Et le chaos dans la vie de Thomas et Sophie ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la réunion furent un long et silencieux siège. Je n'avais plus besoin d'agir directement. J'avais planté les graines de leur destruction. Il ne me restait plus qu'à regarder la plante vénéneuse grandir et les étouffer lentement. Les premiers signes de leur détresse me sont parvenus par des canaux officiels et impersonnels. D'abord, un courriel de Sophie, adressé au syndic de copropriété, demandant un échelonnement du paiement pour l'appel de fonds exceptionnel destiné aux travaux. Sa demande était formulée dans un langage juridique maladroit, tentant de masquer la panique sous un vernis de formalité. La réponse, que j'avais dictée à Monsieur Dubois, fut polie mais ferme, aucun arrangement personnalisé ne serait accordé. Les conditions étaient les mêmes pour tous les copropriétaires. Ensuite, il y eut des rapports discrets du concierge de l'immeuble. Un homme observateur que j'avais discrètement gratifié pour sa loyauté. Il me rapportait des bribes de leur vie en décomposition. Des disputes violentes entendues à travers la porte de leur appartement. Des éclats de voix. Des portes qui claquent. Les mots argent,
Ton idée stupide? Ta mère revenait souvent. Leur forteresse de bonheur conjugal se fissurait de toutes parts. Je les imaginais. Piégés dans cet appartement de luxe qui était devenu leur prison dorée. Chaque mur. Chaque fenêtre qu'ils devaient maintenant payer au prix fort, devait leur rappeler mon visage. Le confort qu'ils avaient volé s'était transformé en un instrument de torture. Leur profil sur les réseaux sociaux, autrefois si exubérants, se sont tus. Plus de photos de vacances, plus de dîners dans des restaurants étoilés. Le spectacle était terminé. La réalité, brutale et sans phare, avait fait irruption. Un soir, alors que je lisais un rapport dans le calme de mon appartement, mon téléphone professionnel, un numéro que seul Maître Bernard connaissait, a sonné. C'était lui. Hélène, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser, a-t-il dit. Sa voix neutre mais avec une pointe d'urgence. Thomas Dubois a contacté mon cabinet aujourd'hui. Il ne m'a pas eu directement. Il a parlé à une de mes assistantes. Il veut me rencontrer. Il a dit que c'était au sujet d'un arrangement familial. Mon cœur a manqué un battement. Que veut-il? Négocier? Je suppose. Il doit penser qu'il peut encore trouver un arrangement. Vous amadouez. Il n'a toujours pas compris à qui il a affaire. Que dois-je faire? J'ai réfléchi un instant. La tentation de refuser, de le laisser mariner dans son propre désastre, était forte. Mais la curiosité l'a emporté. Je voulais voir l'homme qu'il était devenu. Maintenant que son monde s'effondrait. Accepter? Ai-je dit. Donnez-lui un rendez-vous. Mais je veux être là. Dans la même pièce? A demandé Maître Bernard. Surpris. Non. Dans la pièce d'Alexandra côté. Votre salle de conférence est équipée d'un système audio? N'est-ce pas? Je veux entendre chaque mot. Je veux qu'il se sente assez à l'aise pour révéler son vrai visage. Sans savoir que je suis son public. Très bien. A convenu l'avocat. C'est votre partie d'échec? Après tout. Le jour du rendez-vous, je suis arrivé au bureau de Maître Bernard bien en avance. J'étais installé dans une petite bibliothèque attenante à la grande salle de conférence. Une simple porte nous séparant. Un petit haut-parleur discret sur une étagère transmettait le son de la pièce voisine. Quand Thomas est arrivé, j'ai reconnu le son de sa voix. Mais elle avait changé. Elle avait perdu son arrogance. Elle était tendue, presque suppliante. Maître Bernard? Merci de me recevoir? A-t-il commencé? Après les politesses d'usage. Asseyez-vous. Monsieur Dubois. A répondu l'avocat. Sa voix formelle. En quoi puis-je vous aider? Il y a eu un long silence. Puis Thomas a parlé. Les mots se bousculant. C'est à propos de ma mère. Hélène. Cette situation. Elle est intenable. Elle nous étrangle financièrement. Les charges. Les travaux. Nous ne pouvons pas suivre. Sophie est sur le point de me quitter. Ma vie est en train de s'effondrer. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. J'ai serré les poings. Pas une once de pitié n'a effleuré mon cœur. Il ne se plaignait pas de ce qu'il m'avait fait. Il se plaignait des conséquences pour lui-même. Je ne vois pas en quoi cela me concerne, a répondu froidement Maître Bernard. Je suis l'avocat de Madame Dubois. Pas son médiateur familial. Je sais. Je sais. S'est empressé de dire Thomas. Mais vous pourriez lui parler. Lui faire entendre raison. Elle doit bien avoir un cœur. Je suis son fils. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai été
Influencée. Sophie. Elle a une vision très particulière de la vie. De l'argent. Elle m'a poussée. J'ai failli éclater de rire. Le lâche. Il rejetait la faute sur sa femme. Comme s'il n'avait été qu'une marionnette innocente. C'était pathétique. J'ai été stupide? A-t-il continué? Sa voix devenant plus basse. Plus conspiratrice. Mais il doit y avoir un moyen de s'arranger. Un accord. Écoutez. Je sais que ma mère a hérité d'une somme considérable de mon père. Je ne sais pas combien. Mais assez pour acheter notre immeuble. C'est injuste. En tant que fils unique, j'ai des droits. Je devrais avoir ma part. Voilà. La vérité. Le vrai visage de Thomas Dubois. Il n'était pas là pour s'excuser. Il était là pour réclamer ce qu'il considérait comme son dû. Il voulait une part du gâteau qu'il avait essayé de me voler en entier. Monsieur Dubois, a dit maître Bernard. Sa voix glaciale. Permettez-moi de clarifier quelques points. Premièrement, votre père, dans son testament, ne vous a laissé que la maison de la Croix-Rousse et le solde de ses comptes courants. Ce que vous avez promptement liquidé. Deuxièmement, la fortune de votre mère provient d'une assurance vie dont elle était la seule et unique bénéficiaire. Légalement, vous n'avez droit à absolument rien. Pas un seul centime. Un silence de mort s'est installé dans la pièce voisine. Je pouvais presque entendre le cerveau de Thomas tourner à plein régime, cherchant une autre issue, un autre levier. Mais, moralement, a-t-il balbutié. La morale? A presque ricané l'avocat. Vous voulez parler de morale après avoir jeté votre mère à la rue avec 300 € en poche? Je vous suggère de choisir un autre terrain de discussion. Le ton de Thomas a changé. La supplication a laissé place à la menace voilée. Elle joue à un jeu dangereux. Elle a un nom. Une réputation. Je pourrais parler. Parler aux journaux. Raconter l'histoire d'une mère riche qui s'acharne sur son propre fils. Cela ne lui ferait pas une bonne publicité. J'ai souri dans ma solitude. Il était si prévisible. Maître Bernard a ri. Un rire sec et sans joie. Vraiment? Monsieur Dubois? Vous voulez jouer à ce jeu? Laissez-moi vous brosser le tableau. Vous contactez un journaliste. Vous lui racontez votre version. Et nous? Nous lui fournissons la nôtre. Avec des preuves. Les documents que vous avez fait signer à votre mère alors qu'elle était en deuil. Les relevés bancaires montrant comment vous avez vidé ses comptes. Les témoignages de votre abandon. Le rapport du concierge sur vos disputes incessantes. Qui pensez-vous que le public croira? Le fils cupide et menteur? Ou la veuve digne et trahie? Le silence qui a suivi a été long et lourd. J'ai imaginé Thomas. Blême. Comprenant qu'il venait de jouer sa dernière carte et de la perdre. Notre conversation est terminée. Monsieur Dubois, a conclu l'avocat. Je vous conseille de trouver un moyen de payer vos charges. Ou de vendre votre appartement. Mais dépêchez-vous. Avec les travaux à venir et les litiges potentiels que vous venez d'évoquer. Sa valeur risque de chuter considérablement sur le marché. J'ai entendu le bruit d'une chaise raclant le sol. Puis des pas lourds se dirigeant vers la porte. La conversation était finie. Quand maître Bernard est entré dans la bibliothèque, il m'a trouvé debout, regardant par la fenêtre. Il est encore plus pathétique que je ne le pensais. Ai-je dit doucement. C'est un homme aux abois, a répondu l'avocat. Et les hommes aux abois sont dangereux. Il a menacé de s'en prendre à votre réputation. Laissons-le faire. Ai-je dit. Comme vous l'avez dit.
Nous avons la vérité de notre côté. Et la vérité, contrairement à l'argent, est une chose qu'il ne pourra jamais me prendre. La prophétie de l'avocat s'est réalisée plus vite que prévu. Une semaine plus tard, j'ai appris par le concierge que Sophie avait quitté l'appartement. Elle était partie avec plusieurs valises, profitant d'une absence de Thomas. Le navire coulait, et les rats le quittaient. Thomas était maintenant seul. Seul avec ses dettes. Seul avec son appartement devenu un fardeau. Seul avec la honte de ses actions. Le monde qu'il avait si désespérément voulu construire s'était écroulé autour de lui. Je pensais que ce serait la fin de cette phase. Je pensais qu'il allait vendre et disparaître. Mais j'avais, encore une fois, sous-estimé la profondeur de sa folie. Un après-midi, alors que je sortais de mon immeuble pour une promenade dans le parc, une silhouette s'est détachée d'un porche en face. C'était lui. Il avait l'air terrible. Il n'était pas rasé. Ses vêtements étaient froissés. Ses yeux injectés de sang. Il m'attendait. Il s'est précipité vers moi. Son visage tordu par une rage désespérée. « Toi !» a-t-il crié, attirant l'attention de quelques passants. « Tu as tout gâché. Ma vie. Tu as fait partir Sophie. » Je me suis arrêté. Sans reculer d'un pouce. Je n'ai rien fait. Thomas. C'est toi qui as tout détruit. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Menteuse. A-t-il hurlé, se rapprochant dangereusement. Tu as tout planifié. Tu te réjouis de mon malheur. La réjouissance n'a rien à voir là-dedans. Ai-je répondu, ma voix restant calme? Ce qui semblait l'enrager encore plus. C'est une question de cause à effet. Une leçon que tu aurais dû apprendre depuis longtemps. Il a levé la main. Comme pour me frapper. J'ai tressailli intérieurement. Mais mon visage est resté impassible. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le défiant de franchir cette dernière ligne. Il a hésité. Sa main tremblant en l'air. La haine dans ses yeux luttait contre le dernier vestige de l'enfant qui avait un jour appelé cette femme maman. Finalement, sa main est retombée mollement le long de son corps. Il a éclaté d'un rire sans joie. Un son horrible et brisé. Tu crois que tu as gagné? N'est-ce pas? A-t-il sifflé. Tu crois que tu m'as battu? Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Il a tourné les talons et s'est éloigné en titubant, me laissant sur le trottoir. Les passants détournaient le regard. Gêné. J'ai repris ma marche vers le parc. Mais mon cœur était lourd. L'homme que je venais de voir n'était plus seulement cupide ou lâche. Il était devenu instable. Et je savais, avec une certitude glaçante, que sa prochaine action serait encore plus désespérée et plus imprévisible. La partie d'échecs était entrée dans sa phase finale. Et les pièces sur l'échiquier étaient devenues bien plus dangereuses. Après notre confrontation dans la rue, un silence inquiétant s'est installé. Un silence bien plus effrayant que ses menaces. Je savais que Thomas n'était pas du genre à abandonner. Surtout après avoir été humilié publiquement et personnellement. Sa dernière phrase, « Ce n'est jamais fini », résonnait dans mon esprit comme une promesse sinistre. J'ai renforcé ma sécurité. Non pas par peur, mais par prudence. Maître Bernard a engagé, à ma demande, une société de surveillance discrète pour garder un œil sur ses allées et venues. Je ne voulais pas être prise par surprise. Les rapports étaient mornes et prévisibles. Thomas passait ses journées reclus dans son appartement. Il sortait rarement. Et quand il le faisait, c'était pour acheter de l'alcool au supermarché du coin. Il ne répondait plus aux appels du syndic concernant ses charges impayées. Il se laissait couler.
Puis, une nuit, tout a basculé. J'ai été réveillée en sursaut à 3 heures du matin par un appel de Maître Bernard. Sa voix était grave, tendue. Hélène, allumez la télévision. Sur une chaîne d'information locale. Et ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité. Le cœur battant. J'ai obéi. Les premières images m'ont glacé le sang. La façade familière de l'immeuble Le Monolithe était éclairée par les gyrophares bleus et rouges des pompiers et de la police. De la fumée s'échappait d'une fenêtre à un étage supérieur. Mon étage. Mon immeuble. Le bandeau en bas de l'écran disait « Incendie d'origine criminelle suspecté à Confluence ». Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Ma voix tremblante. Un incendie s'est déclaré dans la cage d'escalier de service. Près des compteurs électriques du 6e étage. A expliqué l'avocat. L'alarme a fonctionné. Les pompiers sont intervenus très rapidement. Le feu a été maîtrisé. Personne n'a été blessé. Juste quelques intoxications légères par la fumée. L'immeuble a été évacué par précaution. Thomas. Ai-je soufflé. Il est le principal suspect. Hélène. La police l'a trouvé dans son appartement. Dans un état second. Incohérent. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent un acte volontaire. Un accélérant a été détecté. Il a voulu mettre le feu à l'immeuble. Son propre immeuble. J'ai dû m'asseoir. La folie de son geste était inimaginable. Il était prêt à tout détruire. À mettre en danger des dizaines de vies. Y compris la sienne. Juste pour me nuire. C'était l'acte ultime de l'enfant gâté qui, ne pouvant avoir le jouet, le casse pour que personne d'autre ne puisse l'avoir. Ils l'ont arrêté? Oui. Il est en garde à vue. Il nie tout. Bien sûr. Il dit qu'il dormait. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Les caméras de surveillance, celles que vous avez fait installer, l'ont filmé dans le couloir de service quelques minutes avant que l'alarme ne se déclenche. L'ironie était tragique. Mon propre système de protection était devenu l'instrument de sa chute. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé, me sentant étrangement vide. Une longue procédure judiciaire. En tant que propriétaire de l'immeuble et partie civile, vous serez au centre de tout cela. Mais ne vous inquiétez pas. Mon cabinet s'occupera de tout. Vous n'aurez même pas à lui faire face si vous ne le souhaitez pas. Je suis restée silencieuse, regardant les images en boucle à la télévision. Les pompiers, les habitants en pyjama sur le trottoir, le balai des lumières clignotantes. J'avais voulu lui donner une leçon. Je n'avais jamais voulu en arriver là. Je n'avais jamais voulu sa destruction totale. Hélène? Vous êtes là? A demandé doucement Maître Bernard. Oui. Ai-je murmuré. Je suis là. Rentrez vous coucher. Il n'y a plus rien à faire ce soir. Nous parlerons demain. Je n'ai pas pu me recoucher. J'ai passé le reste de la nuit assise dans mon fauteuil, une tasse de thé froid dans les mains, à contempler le désastre. J'avais gagné. Sur tous les plans. J'avais l'argent, le pouvoir, la justice de mon côté. Il avait tout perdu, sa femme, sa fortune, sa liberté. Alors pourquoi est-ce que je ressentais ce goût de cendre dans la bouche? La lettre de Jean-Luc me disait de ne pas chercher la vengeance. Et si, sans le vouloir, c'était exactement ce que j'avais fait? En le poussant dans ses derniers retranchements? N'avais-je pas une part de responsabilité dans sa chute finale? La question tournait en boucle dans ma tête. Sans réponse. L'affaire a fait la une des journaux locaux pendant plusieurs jours.
Le fils déshérité tente d'incendier l'immeuble de sa mère. L'histoire, telle que rapportée par la presse, était simple et sordide. Les détails que le cabinet de Maître Bernard avait fuités aux journalistes peignaient un portrait sans équivoque, celui d'un fils cupide et instable, poussé à un acte de folie par la perte de son héritage illégitime. Mon rôle était celui de la victime. La mère digne et stoïque face à la trahison de son propre enfant. Les messages de soutien ont afflué. Des amis de longue date, que je n'avais pas vus depuis la mort de Jean-Luc, m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. Les autres résidents du monolithe m'ont envoyé des cartes, me remerciant d'avoir installé les caméras qui avaient permis d'identifier le coupable si rapidement. J'étais devenue, malgré moi, une sorte d'héroïne locale. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Thomas est apparu au tribunal, transformé. Il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient clairsemés. Son regard était vide. Il ressemblait à un homme de 10 ans son aîné. Il a plaidé non coupable. Son avocat tentant de construire une défense basée sur le stress émotionnel extrême et une diminution du discernement. Je n'ai pas assisté au procès. Je ne pouvais pas. Mais Maître Bernard m'a tenu informé heure par heure. Le témoignage clé fut la diffusion des images de la caméra de surveillance. On y voyait Thomas, le visage déterminé, transportant un petit bidon dans le couloir de service. C'était accablant. Le verdict est tombé sans surprise. Coupable d'incendie volontaire. La peine fut sévère, 10 ans de prison ferme. Quand Maître Bernard m'a appelé pour m'annoncer la sentence, je n'ai ressenti ni soulagement ni satisfaction. Juste une immense et profonde tristesse. La partie était terminée. Le roi adverse était tombé. Mais l'échiquier était en désordre. Et la victoire avait un goût amer. Quelques jours après le verdict, j'ai reçu une lettre. Elle venait de la prison où Thomas était incarcéré. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, à peine reconnaissable. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait la jeter au feu, clore ce chapitre pour de bon. Mais une autre partie, la mère qui sommeillait toujours en moi, ne pouvait s'y résoudre. J'ai fini par l'ouvrir. La lettre ne contenait que quelques phrases. Maman, je sais qu'il est trop tard pour les regrets. Je sais que les mots ne peuvent pas effacer ce que j'ai fait. Pas seulement l'incendie. Tout. Ici. Dans le silence de ma cellule. Je n'ai plus d'excuses. Plus de Sophie. Plus d'argent. Plus de mensonges pour me cacher. Il n'y a que moi. Et la vérité de ce que je suis. Je ne te demande pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu le saches. Tu as gagné. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Thomas. J'ai posé la lettre sur la table. Tu as gagné. C'était ce qu'il pensait. C'était ce que tout le monde pensait. Mais en regardant par la fenêtre mon appartement luxueux, en pensant à mes comptes en banque bien garnis, en contemplant les ruines de la vie de mon fils, je me suis sentie plus seule que jamais. J'avais suivi le plan de Jean-Luc à la lettre. J'avais obtenu justice. J'avais repris le contrôle de ma vie. Mais à quel prix? Le plan avait fonctionné. Mais il n'avait pas prévu la suite. Il ne m'avait pas dit comment vivre avec cette victoire. Comment trouver la paix quand on a contribué? Même justement, à la destruction de son propre enfant. La lettre de Thomas, malgré sa brièveté, a marqué un tournant. C'était la première fois qu'il ne rejetait pas la faute sur quelqu'un d'autre. La première fois qu'il reconnaissait la vérité. C'était un minuscule grain de sable d'honnêteté dans un océan de mensonges. Et ce minuscule grain de sable a tout changé. Il a ouvert une fissure dans l'armure de ma résolution.
La question n'était plus de savoir comment gagner. La question était maintenant de savoir comment vivre après. Comment trouver un sens à tout cela? Comment reconstruire? Non pas un empire immobilier, mais une âme. Mon combat contre Thomas était terminé. Un autre combat, bien plus intime et bien plus difficile, venait de commencer, mon combat avec moi-même. La condamnation de Thomas aurait dû être un point final. La fin du livre. Le générique du film. Mais la vie est rarement aussi nette. Au lieu d'un sentiment de clôture, je me suis retrouvée à errer dans un no man's land émotionnel. J'avais gagné la guerre, mais je ne savais pas comment vivre en temps de paix. Les jours se ressemblaient. Je me réveillais dans mon appartement luxueux. Je buvais mon café en regardant les rapports financiers sur ma tablette. Je donnais des instructions à mes gestionnaires par téléphone. Je continuais à faire fructifier l'empire que Jean-Luc m'avait légué. Par habitude plus que par désir. SCI Avenir était devenue une machine bien huilée qui fonctionnait presque sans moi. J'étais riche, puissante, respectée et profondément, terriblement seule. La lettre de Thomas était posée sur mon bureau, à côté d'une photo de Jean-Luc. Je la relisais souvent. Tu as gagné. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Cette phrase me hantait. Avais-je trouvé la paix? Non. La justice m'avait laissé un sentiment de vide. La victoire était stérile. L'immeuble Le Monolithe a été réparé. Les traces de l'incendie ont été effacées. Les appartements endommagés par la fumée ont été rénovés. J'aurais pu continuer à en être la propriétaire? À percevoir les loyers? À jouir de ce symbole de mon triomphe. Mais l'idée même me dégoûtait. Cet immeuble était entaché. Il n'était plus un instrument de justice, mais un mémorial de la destruction de ma famille. Un matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Bernard. Je veux vendre le monolithe, ai-je annoncé. C'est une excellente décision d'un point de vue financier? A-t-il répondu. Le marché est au plus haut. Nous pouvons en tirer un profit considérable. Le profit ne m'intéresse pas. L'ai-je coupé? Je veux justement débarrasser. La vente s'est faite rapidement. J'ai vendu l'immeuble à un autre fonds d'investissement, réalisant au passage un bénéfice de plusieurs millions d'euros. L'argent a été viré sur mon compte, rejoignant la montagne déjà existante. Mais pour la première fois, cet argent avait un but. J'ai passé les semaines suivantes à faire des recherches. Pas sur des actions ou des obligations, mais sur des fondations, des associations caritatives. Je cherchais quelque chose qui ait un sens. Finalement, j'ai trouvé une association lyonnaise qui venait en aide aux familles de détenus, et plus particulièrement aux enfants, les victimes invisibles de l'incarcération. Il fournissait un soutien psychologique, une aide aux devoirs, des activités pour sortir ces enfants de l'isolement et de la honte. J'ai pris rendez-vous avec la directrice, une femme passionnée et dévouée du nom de Madame Girard. Je me suis présentée sous mon nom. Hélène Dubois. Sans mentionner mon histoire personnelle. Je lui ai dit que je souhaitais faire un don important. Elle m'a exposé leurs difficultés, des locaux trop petits, un manque de personnel, des listes d'attente qui s'allongeaient. À la fin de notre conversation, je lui ai tendu une enveloppe. Elle contenait un chèque. Un chèque d'un montant qui couvrait l'intégralité du bénéfice que j'avais réalisé sur la vente du monolithe. Elle a ouvert l'enveloppe, a regardé le chèque. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont remplis de larmes. Elle était sans voix. Il y a une condition? Ai-je dit doucement. Je veux que ce don reste anonyme. Personne ne doit savoir d'où vient cet argent.
Elle a hoché la tête, incapable de parler. En quittant ses bureaux modestes, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. C'était la première fois que cet argent, cet héritage de douleur, était transformé en quelque chose de positif. Ce n'était pas une absolution, mais c'était un début. Cette action a débloqué quelque chose en moi. J'ai réalisé que je ne pouvais pas passer le reste de ma vie enfermée dans mon appartement, à gérer une fortune dont je n'avais pas besoin. Jean-Luc m'avait donné les moyens d'être libre, et je vivais comme une prisonnière. J'ai commencé à sortir. Pas dans les cercles mondains où ma nouvelle fortune aurait pu me donner accès, mais simplement pour marcher. Je suis retournée à la Croix-Rousse, mon ancien quartier. J'ai arpenté les rues pavées. Je me suis assise sur les bancs de la place des Tapis, regardant les enfants jouer. Je suis passée devant mon ancienne maison. Un nouveau nom était sur la boîte aux lettres. Des rires d'enfants s'échappaient des fenêtres ouvertes. La maison vivait une autre vie. Étrangement, cela ne m'a pas fait de mal. C'était juste un fait. Une page tournée. J'ai repensé à ma vie d'avant. La mère dévouée. La femme au foyer. Une vie simple? Peut-être. Mais une vie remplie d'amour. Un amour que j'avais cru inconditionnel, et qui s'était révélé tragiquement conditionnel. J'avais été définie par mon rôle d'épouse et de mère. Après la trahison, j'avais été définie par mon rôle de stratège, de justicière. Mais qui était Hélène? Qui étais-je? Moi. Seule. Sans aucun rôle à jouer? La question est restée sans réponse pendant longtemps. J'ai vendu le grand appartement du 6e arrondissement. Il était trop grand. Trop silencieux. J'ai acheté un appartement plus petit, mais avec une grande terrasse donnant sur les toits de la vieille ville. Un endroit avec une âme. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire. Je me suis inscrite à un cours de poterie. Le contact avec l'argile. Le fait de créer quelque chose de beau avec mes propres mains était incroyablement thérapeutique. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai voyagé. Seule. En Italie. En Grèce. J'ai découvert que j'aimais être seule. Quand c'était un choix et non une condamnation. Je n'ai pas écrit à Thomas. Je ne suis pas allée le voir en prison. Je ne savais pas quoi lui dire. Le fossé entre nous semblait infranchissable. Puis, 2 ans après sa condamnation, j'ai reçu une autre lettre. Pas de lui. Cette fois. D'un aumônier de la prison. Chère Madame Dubois. Je vous écris aujourd'hui à la demande de votre fils, Thomas. Je sais que votre histoire est complexe et douloureuse, et je ne prétends pas m'y immiscer. Cependant, en tant qu'homme qui a accompagné Thomas depuis son arrivée ici, je me sens obligé de vous transmettre un message. L'homme qui est entré dans cette prison il y a 2 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il a suivi une thérapie. Il travaille à la bibliothèque. Il participe à des groupes de parole. Pour la première fois de sa vie, il semble faire face à ses démons, sans chercher d'excuses. Il exprime un remords profond et sincère pour ses actes. Il ne demande rien de vous. Pas une visite. Pas un pardon. Il m'a simplement demandé de vous dire qu'il espère que vous allez bien. Et que s'il pouvait changer une seule chose dans sa vie, ce serait la douleur qu'il vous a causée. Je vous laisse seul juge de ce que vous ferez de cette information. Avec mes respectueux hommages, Père Michel. Cette lettre m'a troublé plus que tout le reste. Le changement est-il possible? Une personne peut-elle vraiment se racheter? Même après avoir commis l'irréparable? J'ai longuement réfléchi. Je me suis souvenu du jeune garçon qu'il avait été.
Un enfant sensible, avide d'approbation, toujours dans l'ombre d'un père brillant qu'il admirait et craignait à la fois. J'ai vu comment cette faiblesse avait été exploitée par Sophie. Comment son besoin de prouver sa valeur l'avait conduit sur un chemin de destruction. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication. Après une semaine d'hésitation, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai écrit une lettre. Pas à l'aumônier. Directement à Thomas. Thomas. J'ai reçu la lettre du Père Michel. Je ne sais pas si le pardon est possible. Peut-être que certains actes brisent des choses qui ne peuvent jamais être entièrement réparées. Mais je crois en la possibilité du changement. La paix dont tu parlais dans ta première lettre. Je commence seulement à la trouver. Et j'ai réalisé qu'elle ne peut pas être complète tant qu'il y a tant de ruines entre nous. Je ne te promets rien. Je ne sais pas où ce chemin nous mènera. Mais si tu es sincère dans ta volonté de changer, alors peut-être qu'un jour, nous pourrons parler. Pas comme une mère et son fils, mais comme deux personnes qui ont survécu à la même tragédie. Hélène. Envoyer cette lettre a été l'un des actes les plus difficiles de ma vie. C'était un risque. C'était ouvrir une porte que j'avais mis tant d'efforts à fermer à double tour. C'était aller à l'encontre de la femme prudente et calculatrice que j'étais devenue. Mais c'était aussi, je le sentais, la seule façon de véritablement avancer. La seule façon de trouver la paix que Jean-Luc, et même Thomas, m'avaient souhaité. La paix que je méritais. Ma lettre est partie. Et avec elle, une partie de l'armure que j'avais mis tant de temps à forger. J'étais de nouveau vulnérable. Et c'était terrifiant. J'ai passé les semaines suivantes dans un état d'attente anxieuse, me demandant si j'avais commis une terrible erreur. Et s'il n'avait pas vraiment changé? Et si ma lettre n'était perçue que comme une faiblesse à exploiter? La réponse est arrivée un mois plus tard. C'était une lettre courte? L'écriture moins tremblante que la première fois. Hélène? Je ne m'attendais pas à une réponse. Merci. Je comprends tes doutes. Je les mérite tous. Les mots que tu as écrits. Deux personnes qui ont survécu à la même tragédie. M'ont touché plus que tu ne peux l'imaginer. Car c'est la vérité. J'ai été l'artisan de cette tragédie. Et j'en suis aussi une victime. Je passe chaque jour à essayer de comprendre comment j'ai pu devenir cet homme. Je ne te demanderai jamais rien. Mais savoir que tu laisses une porte entrouverte, c'est plus que ce que j'aurais jamais osé espérer. Cela me donne une raison de continuer à essayer d'être meilleur. Thomas. Il ne m'appelait plus maman. Il m'appelait Hélène. Ce simple changement de nom était lourd de sens. Il signalait une nouvelle dynamique. Il ne s'adressait plus à la figure maternelle qu'il avait trahie, mais à la personne qui l'avait blessé. C'était un signe de respect. Un pas vers une relation d'adulte à adulte. Une correspondance fragile a commencé entre nous. Une lettre tous les mois ou deux. Nous ne parlions pas du passé? Pas directement. C'était trop tôt. Trop douloureux. Nous parlions de livres. Il me disait ce qu'il lisait à la bibliothèque de la prison. Je lui parlais des livres de mon club de lecture. Nous parlions des saisons qui changeaient. Des petites choses de la vie. C'était une conversation prudente. Comme deux personnes apprenant à marcher sur un sol instable. À travers ces lettres, j'ai vu un homme que je ne connaissais pas émerger. Quelqu'un de réfléchi. D'introspectif. Quelqu'un qui avait enfin le temps et l'espace. Loin des pressions sociales et de l'influence de Sophie. Pour se trouver lui-même. J'ai commencé à croire aux paroles de l'aumônier. Le changement était réel. 1 an après le début de notre correspondance, il a obtenu une libération conditionnelle pour bonne conduite. Après avoir purgé 4 ans de sa peine.
La nouvelle m'a été communiquée par son avocat commis d'office. Je me suis sentie prise au dépourvu. L'idée de lui faire face, en personne, était une perspective vertigineuse. Il ne m'a pas contacté tout de suite. Il a trouvé un travail modeste, comme manutentionnaire dans un entrepôt en périphérie de la ville. Il a loué une petite chambre meublée. Il a suivi les règles de sa probation à la lettre. Il ne m'a rien demandé. C'est moi qui ai fait le premier pas. 3 mois après sa sortie. J'ai laissé un message sur le répondeur de son téléphone portable. Un numéro que son avocat m'avait transmis. Thomas. C'est Hélène. Je serai au café Le Luminarium sur la place Satonnet. Samedi à 15h. Si tu veux venir, je serai là. Si tu ne viens pas, je comprendrai. J'ai choisi cet endroit à dessein. C'était un café simple, dans un quartier calme de la Croix-Rousse, non loin de là où nous avions vécu. Un terrain neutre, chargé de souvenirs mais sans la douleur de notre ancienne maison. J'ai passé la matinée du samedi dans un état de nervosité extrême. J'ai changé de tenue 3 fois. J'ai failli annuler. Mais la promesse que je m'étais faite, celle d'aller jusqu'au bout de ce chemin, m'a poussé à y aller. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table au fond, près de la fenêtre. À 15h pile, la porte du café s'est ouverte. Il est entré. Il était si différent. Il avait pris quelques kilos, mais il semblait plus solide, moins fragile. Ses cheveux avaient repoussé, grisonnant aux tempes. Il portait des vêtements simples, un jean et un pull. Mais le changement le plus frappant était dans son regard. L'arrogance avait disparu, remplacée par une sorte de gravité, de tristesse retenue. Nos yeux se sont croisés. Il y a eu un moment d'hésitation, un univers de douleur et de regret suspendu entre nous. Puis il s'est approché de ma table. « Bonjour. Hélène » a-t-il dit. Sa voix basse. « Bonjour. Thomas. Assieds-toi. » Il s'est assis, plaçant ses mains sur la table, comme pour les empêcher de trembler. Le silence était lourd. C'est lui qui l'a brisé. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Je suis désolé, semble si faible, si insuffisant pour décrire l'ampleur des dégâts. C'est un début, ai-je répondu doucement. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Il ne s'est pas cherché d'excuses. Il a assumé l'entière responsabilité de ses actes. Il a parlé de sa jalousie envers son père, de son insécurité, de son besoin pathologique de reconnaissance. Il a parlé de la façon dont la cupidité l'avait dévoré. Comment il s'était convaincu que l'argent lui apporterait le bonheur et le respect qu'il n'avait jamais eu l'impression de mériter. Quand j'ai mis le feu, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je ne voulais pas te tuer. Je ne voulais tuer personne. Je voulais juste détruire le symbole de mon échec. Le symbole de ton pouvoir sur moi. C'était un acte de folie. L'acte d'un lâche. Je l'ai écouté. Sans l'interrompre. Je l'ai écouté avec une attention que je ne lui avais peut-être jamais vraiment accordée auparavant. J'ai écouté l'homme. Pas seulement le fils. Quand il a eu fini, il avait les larmes aux yeux. Je ne te demande pas de me pardonner, Hélène. Je te demande juste si tu penses qu'un jour, tu pourras me regarder sans voir le monstre que j'ai été. J'ai tendu la main à travers la table et, pour la première fois depuis des années, j'ai posé ma main sur la sienne. Sa main était calleuse, celle d'un homme qui travaille dur. Je ne vois plus de monstre. Thomas, ai-je dit.
Et j'ai réalisé que c'était la vérité. Je vois un homme qui a payé sa dette et qui essaie de se reconstruire. Et c'est tout ce que je peux demander. Ce jour-là n'a pas tout effacé. Le passé était toujours là. Une cicatrice que nous porterions tous les deux pour le reste de nos vies. Mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Une paix fragile. Une possibilité. Nous avons commencé à nous voir de temps en temps. Pour un café. Pour une promenade le long des quais de la Saône. Nos conversations étaient prudentes, mais de plus en plus faciles. Il ne m'a jamais parlé d'argent. Je ne lui en ai jamais proposé. Il voulait se reconstruire seul, et je respectais cela. C'était sa rédemption. Un jour, plusieurs mois plus tard, je l'ai invité à mon appartement. C'était la première fois. Il est entré, regardant autour de lui. Non pas avec envie, mais avec une curiosité respectueuse. Je lui ai montré ce que je faisais en poterie. Il a touché une des vasques que j'avais créées. C'est beau, a-t-il dit. Tu as trouvé quelque chose que tu aimes. Oui, ai-je répondu. Toi aussi. Tu trouveras. Avant qu'il ne parte, je lui ai donné quelque chose. Un petit cadre photo. À l'intérieur, il y avait une vieille photo de lui. Enfant. Riant aux éclats sur les genoux de son père. Il a regardé la photo. Et pour la première fois, j'ai vu un vrai sourire illuminer son visage. Un sourire qui atteignait ses yeux. Je me souviens de ce jour, a-t-il murmuré. Moi aussi, ai-je dit. C'est important de ne pas oublier qui nous avons été. Les bons comme les mauvais moments. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Il est parti, tenant le cadre précieusement. En fermant la porte, j'ai su que nous avions trouvé notre chemin. Ce n'était pas un retour à ce que nous étions, mais la création de quelque chose de nouveau, de plus honnête, de plus résilient. Je suis allé sur ma terrasse. Le soleil se couchait sur Lyon, peignant le ciel de couleurs chaudes. J'ai pensé à Jean-Luc. Son plan m'avait sauvé, m'avait donné le pouvoir. Mais son plus grand cadeau n'était pas l'argent. C'était la force qu'il m'avait obligé à trouver en moi. La force de me battre. La force de survivre. Et finalement, la force la plus difficile de toutes, la force d'envisager le pardon. L'héritage silencieux de mon mari n'était pas une fortune cachée dans un coffre. C'était cette paix fragile. Cette possibilité de reconstruction qui flottait maintenant dans l'air du soir. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. À Thomas et à moi. Mais pour la première fois depuis sa mort, je n'avais plus peur. J'étais libre. Et j'étais enfin en paix.